Bonjour à tous. Avec le développement d'Internet, impossible d'échapper aux jeux vidéo très populaires chez les jeunes. Et les parents doivent d'ailleurs souvent batailler pour limiter le temps passé par l'enfant devant l'écran. Alors dans les cas extrêmes, on en parlera dans cette émission, certains deviennent accros au monde virtuel, un phénomène qu'observent les médecins qui reçoivent de plus en plus de patients dépendants. Les jeux vidéo et en particulier les jeux violents peuvent-ils être dangereux pour la santé? Quand peut-on parler de dépendance? Comment limiter leur utilisation? Et puis à contrario, certains jeux sont-ils bons pour les enfants? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans la famille en question. Notre invité aujourd'hui est le docteur Marc Valeur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychiatre, chef de service à l'hôpital Marmottan à Paris où sont soignées des personnes dépendantes. Face à vous, on retrouve cette semaine Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Je ne devrais plus vous présenter, mais on va le faire quand même. Vous êtes diacre, vous accompagnez pas mal de familles, bien sûr. Alors, vous nous donnerez justement votre éclairage sur cette question des jeux vidéo et de la gestion par les parents en fin d'émission. Avant d'aller plus loin, comment des parents contrôlent ou non l'utilisation des jeux par leur enfant? Un exemple avec Thomas qui joue depuis plusieurs années aux jeux vidéo. C'est un reportage de François Lespèce. Thomas a 12 ans. Comme beaucoup de garçons de son âge, il est passionné par les jeux vidéo. Élevé à l'ère des nouvelles technologies, Thomas et son frère Baptiste passent entre 2 et 4 heures par semaine à jouer sur les différentes consoles qu'ils possèdent. Mais cela se fait selon des règles claires. Il y a toujours eu des conditions pour faire les jeux à la maison. Les conditions sont qu'on fait d'abord autre chose, ou on fait les activités qu'on a prévu de faire, ou on fait ses devoirs. Et éventuellement après, on joue avec une limitation dans le temps. C'est-à-dire, s'il est 2 heures l'après-midi, à 4h30, quand on dit qu'on arrête, on arrête. Voilà. Ce qui fait que quand le final arrive, l'enfant n'est pas surpris. Alors, je dis pas qu'il gratte pas 5 minutes, 10 minutes, comme là, je peux pas sauvegarder. Enfin, bref, ça fait partie de la négo, mais c'est pas problématique, c'est pas un conflit en tout cas, pour le moment à la maison. D'autres qu'on peut pas. Mais là, faut avoir Une vigilance qui s'exerce aussi sur le choix des jeux, pour lesquels les parents sont souvent un peu désemparés. On se renseigne, on lit les bouquins, on regarde sur Internet, et puis il y a des jeux sur lesquels on n'est pas d'accord qu'ils les aient. Tout ce qui peut être violent et particulièrement sanglant. Malgré l'affirmation de ces principes, c'est pourtant la violence qui semble être le thème des jeux auxquels Thomas joue. Ces jeux ont la préférence des joueurs et représentent 80% des meilleures ventes. J'aime bien les jeux d'action, de guerre et parfois de stratégie aussi. Je trouve que c'est marrant parfois de tuer des gens, même si c'est pas pour de vrai, Mais dans cet engouement pour les jeux de combat, Thomas, lui aussi, a des limites. Enfin, il y a du sang en fait, c'est pour ça. Ouais, et ça, t'aimes pas trop? Bah, ça dépend. Enfin, quand il y en a beaucoup, c'est pas très bien. Et les jeux avec des zombies, où ils attaquent dans le noir. Et ça, par exemple, Ah non, j'aime pas du tout. Enfin, ça, en fait, après, je suis tout stressée, alors j'aime pas trop. La règle familiale peut aller jusqu'à l'interdiction totale des jeux pendant plusieurs semaines. En effet, on a eu l'occasion où pendant, je sais plus, un mois, je crois, parce que les résultats scolaires n'étaient pas au rendez-vous. Donc j'ai tout débranché. Et il a essayé de négocier, évidemment. Il y a eu un peu de négo, mais comme il a vu qu'on ne cédait pas, puisque les règles avaient été énoncées avant, quand la sentence est tombée, il a accepté les conditions. Malgré ce contrôle apparent de la situation, une certaine inquiétude semble habiter la maman de Thomas. C'est qui ce grand troisième? C'est un gros. Moi, je sais qu'autour de nous, on a des gens qui ont des enfants qui sont cyberaddicts, comme on dit. Et moi, ça me fait terriblement peur, parce qu'ils s'enferment. En fait, il n'y a plus du tout de communication, il n'y a plus que leur monde virtuel. Alors après, je sais pas, il y a peut-être certainement des choses qu'on doit mettre en place avant. Peut-être qu'on les a mises et qu'on n'aura pas ça, je ne sais pas. La chambre? Qu'est-ce que t'en penses? Un équilibre fragile qui s'illustre aussi dans les autres passions de Thomas. Oui, lire, puis jouer avec mes copains, et puis voilà. Et quand tu lis quoi par exemple? Des BD et des mangas. Au-delà du jeu vidéo et des mangas, c'est toute une culture de l'image violente qui a envahi une partie de l'univers de l'enfance et demande de la part des parents une vigilance attentive.
Alors, docteur Valeur, même si les parents sont plutôt attentifs, on l'a vu avec la maman de Thomas dans ce reportage, il y a quand même certains jeux qui semblent échapper à leur contrôle. Oui, et on pourrait dire d'une certaine manière, heureusement. Les débuts de l'adolescence et l'adolescence, c'est un moment où il faut aussi que les enfants et les jeunes, progressivement, s'approprient un espace privé et qui ne soit pas en permanence sous le regard des parents. Et d'ailleurs, le jeu vidéo va progressivement être investi de plus en plus dans cette optique-là, parce que c'est un monde que les parents connaissent mal, parce que c'est un monde récent, nouveau, et que les jeunes ont enfin l'impression qu'ils commencent à avoir un objet qui leur est propre, qui est fait pour eux, et que les parents ne connaissent pas bien. Alors ça en fait à la fois un objet d'amusement, d'épanouissement, et dans certaines familles, un objet idéal de conflit, quoi, bien évidemment. Alors un objet d'épanouissement, toutefois Thomas disait, tiens, les jeux de zombies, alors là, je me sens tout stressé. Il y a quand même des effets qu'on peut identifier pour certains jeux, des jeux violents en particulier. Oui, on voit bien que pour certains jeux, il a l'air de dire, bah là c'est plus du jeu, ça fait vraiment peur, etc. Et peut-être a-t-il joué avec un jeu qui était trop inquiétant pour son âge. Il faut rappeler qu'il y a une codification des jeux, qui est une classification des jeux. Alors justement, comment ça marche ça? C'est le système PEGI qui est une norme européenne sur laquelle se sont mis d'accord tous les pays d'Europe, et sur les boîtes il y a écrit l'âge plus, c'est-à-dire à partir de cet âge-là on peut jouer à ce jeu-là. C'est l'inverse du système pour la télévision où c'est interdit au moins 2. Et donc si c'est 12 plus, il ne faut pas proposer ce jeu à un enfant de moins de 12 ans. Trop de parents ignorent cette classification. Pourtant, elle est apparente sur les jeux. C'est écrit sur les boîtes, sur les consoles, c'est souvent pas très mis en avant par les marchands, par les grandes surfaces, etc. Et malheureusement, on voit dans certains cas, pour Noël par exemple, des consoles qui sont vendues en pack avec des jeux, et là on ne voit plus apparaître à partir de quel âge on peut jouer. Ça c'est un peu dommage. Le système PEGI n'est pas assez bien utilisé, pas assez bien connu par les parents. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont interdits en France? Est-ce qu'il y a des normes à ce niveau-là qui interdisent certains jeux? Il y a des interdits pour les jeux comme pour les livres, comme pour tout. C'est évident que si le contenu de jeu prône le racisme, le nazisme, des choses comme ça, ils seront bien évidemment interdits. Cela dit, je crois qu'il faut d'abord relativiser les inquiétudes des parents, et particulièrement en ce qui concerne la violence. Je crois que, au risque de choquer, il faut dire que c'est normal que des jeux soient violents. L'important est qu'ils soient adaptés à l'âge de l'enfant et que l'enfant ait toujours le moyen de savoir qu'il est en train de jouer. C'est pour ça qu'il faut se méfier de jeux très élaborés pour des jeunes enfants, parce que le réalisme de certains jeux peut les faire confondre avec la réalité. Il y a des jeux qui ressemblent à un reportage. Il y a un graphisme qui est vraiment plus en plus sophistiqué. Télévisées. Donc là, il faut se méfier. Mais le fait qu'il y ait de la violence en soi dans un jeu, personnellement, ça me paraît tout à fait normal. On sait depuis Aristote que c'est une des fonctions de la tragédie, de l'art, du théâtre, de la littérature, c'est la fonction cathartique. C'est-à-dire qu'on va faire dans le jeu exactement ce qu'on s'interdit de faire dans la réalité. C'est ce qu'on appelle populairement le défoulement. Et heureusement que ça existe. Alors en soi, c'est pas mauvais pour l'enfant d'être confronté à ces jeux-là, parce que Thomas est quand même actif. C'est pas un film où on observe de la violence qui se passe sous nos yeux. Là, on est dans la démarche. Oui, on est investi dans le jeu. C'est quelque chose de beaucoup plus actif que le fait de simplement regarder des images de télévision. Les psychologues nord-américains se sont beaucoup inquiétés du contenu violent des jeux vidéo. Il y a eu des grandes polémiques après les massacres de Columbine, où ces 2 adolescents avaient massacré tous leurs camarades, et on avait dit qu'ils jouaient à des jeux vidéo. Tout ça était faux. Les jeux vidéo n'étaient pour rien dans cette affaire, qui est un vrai problème de pathologie psychiatrique. Et donc, il y a eu des gros débats. Et à mon avis, ces débats ont été très mal posés. Notamment par un psychologue de l'armée américaine qui s'appelle David Grossman, et qui a dit attention, l'armée américaine utilise des jeux vidéo pour former les soldats. En faisant jouer vos enfants aux jeux vidéo, vous allez les transformer en monstres, en guerriers, en tueurs. Or, c'est le contraire. Je pense que si l'armée
utilisent des équivalents de jeux, des simulations de jeux pour former des soldats, c'est pour faire croire que tuer quelqu'un dans la réalité, ça peut n'être qu'un jeu. Et ça, c'est extrêmement grave au niveau éthique, effectivement. Mais c'est le contraire. C'est pas les jeux vidéo qui rendent violents. Et en notre pratique, qui est une pratique auprès de jeunes et de moins jeunes qui deviennent dépendants des jeux, montre que d'une certaine manière, c'est même plutôt le contraire. Que très souvent, ceux qui surinvestissent le jeu, qui ont du mal à s'en échapper, qui se réfugient dans ce monde du jeu, sont plutôt des jeunes qui manquent un peu d'agressivité dans la vie, qui ont du mal à se lancer dans l'existence, qui sont plutôt timides, introvertis. Alors, dans le jeu, c'est des tueurs, c'est des leaders, c'est des chefs, etc. Dans la vie, ils étaient des premiers de la classe à lunettes, ils ont du mal à devenir des leaders. Ils ont une meilleure estime d'eux-mêmes à travers ces jeux. On en reparlera d'ailleurs de cette estime, donc ça peut être aussi utilisé dans un bon sens. Mais en attendant, est-ce que les personnes que vous recevez comme patients sont des personnes qui jouent à ces jeux violents ou pas nécessairement? C'est pas un rapport dépendance-violence, n'est pas à établir. La violence n'est pas le facteur structurel du jeu qui va entraîner l'addiction. C'est pas le degré de violence n'est pas corrélé au degré d'addictivité du jeu. Il y a certains jeux qui sont très violents auxquels on peut s'accrocher. C'est ce que les joueurs appellent des FPS, des First Person Shooters. C'est ces jeux où on est représenté par un bras qui tient une arme et où il faut tuer tout ce qui bouge, délivrer des otages. On a des missions généralement très brèves. Donc les parties de ces jeux sont très brèves, ça dure entre 2 et 5 minutes. Pour s'y accrocher, il faut vouloir devenir un champion, il faut vouloir s'entraîner comme on s'entraînerait au tennis pour être un des meilleurs, etc. Mais ces jeux sont relativement peu concernés par l'addiction. Ce à quoi les jeunes et les moins jeunes s'accrochent le plus, c'est ce que les joueurs appellent des MMORPG, des Massively Multiplayer Online Role Playing Games, des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Et ces jeux se situent plutôt dans un univers souvent médiéval, fantastique, où on vit des aventures guerrières, violentes, mais comme celle de Perceval le Gallois. On va combattre des dragons, on va combattre d'autres chevaliers, on va armée contre armée se battre, assiéger des donjons, etc. Et le danger de ce jeu est moins dans le contenu, dans la violence, que dans la durée tout à fait infinie, dans le fait que le jeu n'a pas de fin. Sans fin, en fait, il y a toujours dans le fait qu'il faut s'allier avec des personnes dans une guilde, il faut se donner des rendez-vous pour les combats, et ça peut durer extrêmement longtemps. Ce sont des jeux qui sont très chronophages. Et il faut que les parents le sachent, mais il faut que les jeunes aussi le sachent, parce que, bien évidemment, le premier signal d'inquiétude pour les parents, ça va être la chute des résultats scolaires ou des résultats professionnels, parce qu'il s'agit de jeunes gens qui sont parfois des adultes, qui sont parfois des professionnels. Mais ce qui va inquiéter les jeunes eux-mêmes quand ils jouent, c'est le fait que ce loisir va devenir très rapidement exclusif. Et quand on s'aperçoit qu'on n'a plus de sortie avec les camarades, ça fait des mois qu'on n'a plus été au cinéma, qu'on n'a plus reçu de visite, que la petite copine est partie pour ne plus revenir parce qu'elle en avait marre de vous voir scotcher devant l'écran, là on commence à se poser des questions. C'est là qu'on peut se demander s'il y a ces questions justement de dépendance. Mais alors, l'enfant qui fait des jeux violents, est-ce qu'on pourrait quand même dire qu'il puisse devenir violent ou c'est quand même rare? Il y a eu beaucoup d'études et de questions là-dessus. La pratique des jeux, bien sûr, c'est une excitation. C'est une stimulation très forte et c'est une excitation. Et après une séquence de pratique de jeu, des jeunes enfants vont être beaucoup plus excités, beaucoup plus enclins à passer à l'action qu'en dehors de ces séquences. Un petit peu comme après la fin de la récréation, au tout début de la classe, c'est pas le moment où on est le plus attentif. Donc, il y a cet effet excitant du jeu, voilà, d'adrénaline, qui est très important. Par contre, si on essaie de faire une corrélation entre l'intensité de la pratique des jeux vidéo et la violence réelle agie dans la vie, là, les corrélations sont généralement négatives. Contrairement à ce qui se passe pour la télévision. On a remarqué que les jeunes qui regardent le plus la télévision, dans les grandes études nord-américaines, sont généralement ceux qui vont le plus mal. Mais là encore, on peut penser que ce n'est pas un effet direct, c'est pas la télévision qui rend violent ou malade, c'est le fait que
les jeunes qui vont le moins bien, qui sont le moins bien entourés, dont les parents s'occupent le moins, passent le plus de temps devant la télévision, qui jouent le rôle de babysitter. Et je pense que c'est là le vrai problème. C'est quand les médias remplacent le contact humain, remplacent la vraie éducation, c'est là qu'on a un problème. En fait, les problèmes sont derrière cette utilisation des jeux. Alors, comment justement, pour des parents, gérer un achat de jeux selon l'âge des enfants? Vous parliez de cette classification. Il faut donc vraiment donner des jeux pour les petits, par exemple, les tout petits. Est-ce qu'on parle pas mal maintenant de ces nouveaux jeux pédagogiques, même pour les 3-5 ans? C'est une bonne chose, ça, ou pas? De les mettre devant un écran? Moi, je ne suis pas très enthousiaste d'une sur-exploitation des écrans pour les jeunes. Cela dit, c'est pas non plus diabolique. Il y a des jeux qui sont éducatifs, qui sont intéressants, qui sont tout à fait passionnants. Il y a des jeux qui s'adressent à des enfants très jeunes, comme les Sims, etc. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser. Je pense que c'est intéressant si les parents ont un petit regard sur le contenu des jeux, parce que les dangers ne sont pas toujours là où on l'imagine. C'est-à-dire ? Je voudrais donner un exemple. Les Sims... Qu'est-ce que c'est que les Sims, justement? Ce sont des jeux qui sont des maisons de poupées virtuelles, et c'est un jeu assez extraordinaire et très intéressant. C'est le seul jeu qui est plus joué par des filles que par des garçons. C'est un jeu dans lequel il n'y a pratiquement aucune violence. On aide des personnages à grandir, c'est comme une maison de poupées, on les voit se développer, ils grandissent, ils commencent jeunes, ils se marient, ils ont des enfants, ils vieillissent, on les aide dans leur vie quotidienne, il faut les nourrir, il faut les aider à trouver un travail, etc. C'est une simulation de vie. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'on a un rapport au personnage qui n'est pas un rapport instrumental. C'est pas un avatar qu'on pilote pour tuer les autres. C'est un personnage dont on prend soin, un peu comme un jardinier, pour le voir se développer, etc. Et ça, c'est tout à fait intéressant et c'est très bien parce que ça donne une autre relation au personnage. Mais ça pose quand même un problème. C'est que dans les Sims, il faut subvenir aux besoins du personnage et il faut aider le personnage à accomplir ses désirs. Et moi, je trouve que c'est un problème, c'est que et les besoins et les désirs sont des choses qui s'achètent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il aille aux toilettes, qu'il ait à manger, qu'il ait un frigidaire, qu'il se fasse livrer des pizzas, c'est très bien. Mais les désirs, ça va être aussi de vouloir un bain à remous, une lunette astronomique, une voiture, etc. Et indirectement, les concepteurs n'y ont pas beaucoup réfléchi, ça peut donner à des jeunes l'idée que le bonheur se trouve dans une masse d'objets qu'il faut pouvoir acheter. Et que le sommet de l'existence, c'est d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, le plus beau bain à remous du quartier. Et là, je trouve que ça mérite un peu de pédagogie. C'est un jeu passionnant, c'est un jeu intéressant, mais il faut que les parents puissent accompagner cette pratique avec un petit peu de pédagogie. Alors, les parents, donc justement, ils doivent se renseigner, se documenter sur les jeux? Il faut qu'ils regardent et qu'ils en discutent un peu avec les enfants. Faut qu'ils jouent eux-mêmes, peut-être? Aussi, je pense que tous les parents sont capables d'y jouer, c'est assez facile. D'ailleurs, les vrais joueurs pensent que c'est pas un vrai jeu, que c'est pas très intéressant, que c'est pas passionnant. Jouer à des vrais MMORPG, à World of Warcraft, à Dark Age of Camelot, ça va prendre beaucoup de temps, y compris aux parents. On commence à voir des personnes de 50 ans complètement accros qui n'arrivent plus à sortir de ces jeux. Donc, il faut qu'ils soient prudents eux aussi. Oui. Mais en tout cas, il faut lire des choses, avec les jeunes, bien sûr, savoir de quoi on a quand même pas mal d'outils à notre disposition pour savoir un petit peu ce qu'il en est pour chacun de ces jeux. Alors finalement, si on les compare à des bons vieux jeux classiques, les petits soldats de plomb, par exemple, finalement, c'est pas si différent, c'est ce que vous diriez en termes de rapport à la violence? Sur la violence, je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. On s'est toujours battu dans les cours de récréation avec des épées en bois. Même adultes, on regarde des westerns et des romans policiers. Les psychologues américains se sont amusés à compter le nombre de morts dans tel jeu vidéo pour le dénoncer. Mais si on compte le nombre de balles tirées dans un western et le nombre de cadavres dans un roman policier, on va être effrayé et on va interdire tout ce qui fait la culture. Il faut se rappeler que Freud lui-même disait on va au théâtre, on lit des romans pour y trouver des hommes qui savent encore mourir et donner la mort, ce que nous, dans notre monde civilisé, nous interdisons. C'est cette fonction cathartique qui est essentielle à la fois à la littérature, au théâtre, au roman, même à la plus noble, et aux jeux vidéo. Ce qu'on peut espérer, c'est que certains jeux vidéo tenteront
de rejoindre le champ culturel du cinéma, du théâtre, de la littérature, et qu'on pourra avoir une vraie critique du jeu vidéo comme il y a une critique de cinéma. Alors, avis aux fabricants de ces jeux, hein. Il y a tout un chantier à explorer. Merci, docteur Valeur. Alors, Jean, vous, quel est votre regard sur cette question des jeux? D'abord, le jeu, c'est un jeu. Et le jeu, ça fait partie de la vie. Et je pense en particulier pour les enfants, que les enfants ont besoin de jouer. Donc, contrôler les jeux vidéo, oui, mais il faut que les parents se posent la question, à quoi jouent les enfants? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants qui jouent, surtout les enfants qui passent du temps devant la télévision, plus que les enfants qui jouent aux jeux vidéo, sont des enfants qui sont incapables de jouer seuls avec un Lego, avec une boîte d'allumettes, avec une brouette. Et donc il y a un effet qui est dramatique, c'est que le jeu vidéo, c'est un espace de solitude, et nous avons tous besoin d'un espace de solitude, comme dès qu'on est enfant. Mais en même temps, très rapidement, pour ceux qui sont accros, ils n'ont plus que ça comme espace de solitude. Ce qui fait qu'ils sont odieux en dehors du jeu vidéo. Et du coup, les parents, pour s'en sortir, les remettent devant la télévision et les jeux vidéo. Donc il y a un effet d'entraînement qui, de ce point de vue-là, pose problème. Je crois aussi que j'ai bien aimé ce que vous disiez, docteur, sur la fonction catharsis qu'il y a dans le jeu. Il y a des adultes qui aiment la corrida. Vous n'avez pas évoqué la corrida, mais la corrida, c'est quelque chose qui est évident de ce point de vue-là. Donc, la créativité, je pense que ça tue un peu la créativité de l'enfant en termes ludiques. Il n'invente pas, il ne construit pas quelque chose. Il est adroit, il est habile, il est stratège, mais il ne construit pas quelque chose. Le jeu s'impose à lui quelque part, même s'il y a beaucoup d'initiatives à prendre. Et puis, vous avez évoqué la question culturelle. Je crois que les parents doivent se poser la question, quelle culture je donne à mon enfant? Parce que moi, j'ai constaté que quand on emmène des enfants, même jeunes, voir une exposition... Ils aiment bien ça. Ils adorent ça. Et ça les intéresse beaucoup. Et du coup, ça fait réfléchir à des quantités de choses, et c'est du temps passé avec eux. Je pense aussi que, vous l'avez à peine évoqué, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il faut avoir le courage, parce que c'est difficile pour nous adultes, de jouer avec les enfants à ce jeu vidéo, pour pouvoir en parler, pouvoir en discuter. Alors vous en avez des jeux extraordinaires, où notamment, là, il y a le Wi-Fi, là, où ce sont des gestes. Alors du coup, on fait même du sport. Vous avez joué? Oui, j'ai joué. Ah oui, j'ai joué. On fait du sport en salle. Quand on fait une partie de tennis dans un salon, il faut simplement garer les pots de fleurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts matériels importants. Mais c'est extrêmement amusant. Et après ça, on peut discuter. Donc contrôler, oui. Mais je ne crois pas que l'éducation se limite à contrôler, et même je ne pense pas que ça soit d'abord ça. C'est qu'est-ce que je vais éveiller comme centre d'intérêt pour mon enfant. J'ai parlé des visites de musée, mais il y a la musique, et il y a un aspect extrêmement important, la lecture. Et c'est pas simple. Donner le goût de la lecture à un enfant, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais on constate que quand un enfant a le goût de la lecture, eh bien, pratiquement, il est immunisé contre le danger du jeu vidéo. Et la lecture, c'est quand même absolument nécessaire au développement de l'intelligence. C'est la base. Le jeu vidéo ne développe pas l'intelligence. Il peut développer l'habileté, mais il ne développe pas le raisonnement ni l'intelligence devant. Donc je crois qu'il faut que les parents jouent un rôle important dans quelle culture je veux donner à mon enfant. C'est une forme de culture, en tout cas, qui peut s'étoffer peut-être davantage avec l'univers de la lecture. Je crois que vous avez raison, de manière générale, et à l'heure actuelle. Cela dit, on peut dire que certains livres ne sont pas si enrichissants que ça. Oui, si on lit de manière répétitive la collection Harlequin, c'est pas très intéressant. Et on peut espérer que certains jeux, eux, vont devenir enrichissants. Et on peut faire confiance, à mon avis, dans la créativité des jeunes pour au besoin détourner les jeux pour les transformer en quelque chose de constructif. Voilà. Vous, pour terminer, Jean. Pardon ? Pour terminer, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je pense que les jeux vidéo révèlent
la difficulté de la communication intergénérationnelle et que c'est ça qu'il faut voir. Quelle communication je vais avoir en restant adulte, en laissant l'enfant enfant, en lui laissant un espace de liberté, mais en même temps en l'éduquant, c'est-à-dire en l'aidant à prendre un chemin qui est son chemin propre, mais qui le conduira à la plénitude de lui-même. Merci beaucoup, Jean. À très bientôt. Alors, parents qui vous nous regardez, justement, si vous souhaitez en savoir un peu plus et avoir quelques outils sur ces thèmes des jeux vidéo, 2 livres à vous recommander. Les 90 questions que tous les parents se posent de Jacques Edo aux éditions Télémac. Et puis, Mes enfants sont accros aux jeux vidéo de Jean-Michel Houillon aux éditions Les Carnets de l'Info. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à réagir à notre adresse réaction@kto-tv.com. À très bientôt, au revoir.